Vous écoutez Le voile de ma peur, un livre écrit par Samia Sharif et lu par la voix modélisée de Ingrid Falaise. Avertissement. Ce livre, publié à l'origine sous le titre Le voile de la peur, est autobiographique. Cependant, par souci de discrétion, la plupart des noms mentionnés ainsi que certains détails qui auraient permis l'identification des personnes concernées ont été changés. À mes enfants. À toutes ces femmes qui rêvent, en silence, de s'en sortir un jour. Sommaire. Chapitre 1. Mon enfance. D'aussi loin que je me souvienne, j'entends ma mère répéter à tout propos « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter une fille ?» Cette phrase était devenue sa complainte favorite. L'entendre me faisait mal. Je n'avais rien choisi et je ne pouvais rien changer au fait d'être une fille. Aujourd'hui, son refrain maléfique s'est transformé en murmure lointain et je suis fière d'avoir exorcisé le pouvoir destructeur de ces paroles blessantes. Naître de sexe féminin dans une famille musulmane et algérienne de surcroît avait orienté mon destin dès les premiers instants de ma vie. Il m'en a fallu du temps et de l'énergie pour reconquérir mon identité et ma liberté, mais maintenant, je suis fière de la femme que je suis devenue. Toute jeune, je savais qu'être une fille n'était pas souhaitable, mais j'en ignorais la raison. Vers l'âge de 5 ans, je voulus en savoir davantage. « Maman, pourquoi ne m'aimes-tu pas? » Elle me lança un regard méprisant. « Tu oses me poser cette question? Comme si tu ne savais pas pourquoi les mères préfèrent les garçons aux filles, » répondit-elle, convaincue de l'évidence de sa réponse. Elle me fit asseoir près d'elle. Le moment devait être important pour me permettre ce privilège extrêmement rare. « Vois-tu, Samia, les mères n'aiment pas avoir des filles, car elles n'apportent que déshonneur et honte à leur famille. Leur mère doit les nourrir et veiller à ce qu'elles se comportent honorablement jusqu'au jour où leur mari les prendra en charge. Les filles sont une source constante de soucis. » J'étais intriguée par l'importance que toutes les mères du monde, selon ses dires, accordaient au mot déshonneur. « C'est quoi, le déshonneur, maman? » »« Chut, ne parle pas de malheur. À ton âge, tu n'as pas à t'en préoccuper, tu n'as qu'à écouter et à obéir à ta mère. Quand le temps sera venu, je t'expliquerai. En attendant, sois une bonne fille jusqu'au jour de ton mariage. » Mon mariage? Mais je ne veux pas me marier, maman. Je ne veux pas vous quitter. Je veux grandir et prendre soin de toi et de papa quand vous serez vieux. Non, c'est impossible. Déjà, nous avons 4 garçons qui s'occuperont de nous, et, si Dieu le veut, d'autres pourraient s'ajouter. Toi, parce que tu es une fille, ton devoir consistera à prendre soin de ton mari. Dans les pays musulmans et de façon marquée dans ma famille, avoir un garçon est une bénédiction et de toute évidence, la naissance d'une fille est une malédiction. La fille musulmane ne connaît jamais l'autonomie. Durant toute sa vie, elle demeure sous la responsabilité d'un homme. Elle dépend d'abord de son père, puis de son mari. Elle représente donc une charge pour ses parents. Cette façon de faire se transmet d'une génération à l'autre, et la petite fille musulmane en vient à se percevoir elle-même comme une malédiction. J'étais donc la malédiction de la famille dont j'occupais la place centrale, entre 2 frères plus âgés et 2 frères plus jeunes. Mes parents étaient des immigrants algériens arrivés en France à la fin des années 1950. Ils s'étaient installés dans une banlieue parisienne relativement cossue où j'étais née et avais vécu mes premières années. Mon père était un riche industriel qui avait fait fortune dans le textile et qui s'intéressait aussi à la restauration. Amina était mon unique amie. Ses parents étaient aussi des immigrants d'origine algérienne, mais sa famille était pauvre. Son père était éboueur. Ma mère avait horreur que j'aille chez mon amie, car elle considérait sa famille indigne de notre condition sociale. Déjà, à 6 ans, je trouvais Amina chanceuse, parce qu'en dépit de leur pauvreté, ses parents la comblaient d'amour et d'attention. Un jour,
Alors que nous jouions à la poupée, Amina déclencha une discussion fort animée sur la signification de nos prénoms. « Mon nom est bien plus joli que le tien. »« Non, c'est le mien le plus beau, » répondis-je aussitôt. Or, je n'aimais pas mon prénom qui me paraissait vieux et lourd à porter pour mon âge. Je prenais garde de l'avouer, car je ne voulais surtout pas lui concéder la victoire. Le mien est plus joli. Maman l'a choisi parce que c'est le prénom de sa meilleure amie qui demeure en Tunisie. Elle voulait que je devienne aussi belle et intelligente qu'elle. Je le suis devenue. Ma mère me l'a dit, poursuivit Amina sur un ton triomphant. Le mien, ma mère l'a décidé aussi, dis-je, convaincue de la logique de ma réponse. Pour ne pas être en reste avec mon amie, j'avais inventé l'origine de mon prénom. Amina m'avait dit la vérité. J'en étais convaincue. Mais, de mon côté, j'avais besoin d'en savoir plus. Tout excitée à l'idée de connaître l'origine de mon prénom, je me précipitais vers ma mère. « Maman, raconte-moi comment je suis née, s'il te plaît. » Il n'y a rien à raconter. Ce fut le pire jour de ma vie, répondit-elle sur un ton morose. J'étais triste pour elle. Je sais, maman, tu as eu très mal à cause de moi. Elle fronça les sourcils en me regardant intensément. Mal? Oui, très mal, mais surtout dans mon cœur. Ce jour-là, la voisine a dû m'accompagner à la maternité parce que ton père achetait un nouveau commerce. Quand le médecin m'a annoncé la naissance d'une fille, j'ai cru que le ciel me tombait sur la tête. J'anticipais la déception de ton père et je craignais de gâcher sa joie à la suite du nouveau contrat. C'est pourquoi j'ai demandé à ma voisine de te choisir un prénom. J'aurais tant aimé que toi-même aies choisi mon prénom. Mon amie, c'est sa maman qui a décidé de l'appeler Amina. Ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est que tu aimes ton prénom maintenant, ajouta ma mère sur un ton d'indifférence. Toutes mes illusions avaient disparu. Justement, je ne l'aime pas, avouai-je en pleurant. Un jour que j'étais chez mon ami, son père lui ramena une belle poupée aux longs cheveux blonds qu'il avait trouvée dans une poubelle. Mon amie était si heureuse qu'elle s'élança dans les bras de son père. « Tu es contente ?» demanda-t-il joyeusement. « Oui, papa, tu es le plus gentil de tous les papas. Regarde, Samia, comme ma poupée est belle. » Elle est très belle, Amina, et ton papa est très gentil. Je revins à la maison en pensant qu'Amina était bien chanceuse. En entrant chez moi, ma mère m'attrapa par l'oreille. « Où traînais-tu encore ?»« J'étais chez Amina. Je regardais la poupée que son père lui a apportée. Je n'ai rien fait de mal, maman. » « Bien sûr, tu ne faisais rien de mal. Je n'aime pas que tu ailles chez les boueurs. Je parie qu'il a trouvé la poupée dans les poubelles. J'ai raison ou pas? » « Oui, tu as raison, maman, mais elle est toute propre. Sa mère l'avait lavée auparavant. » « Est-ce que toi, tu accepterais une poupée trouvée dans les ordures? » « Si mon père me la donnait, et si elle était aussi jolie, oui, je la prendrais, » répondis-je sincèrement. « Jamais ton père ne s'abaisserait à te donner une telle poupée, » s'offusqua ma mère en affichant un air hautain. Elle me tourna le dos pour retourner à ses occupations. Je la suivis, car sa réponse m'avait intriguée. « Pourquoi ne me donne-t-il jamais de cadeaux? Il pourrait m'en acheter pour me faire plaisir. » « Te faire plaisir? Et toi, as-tu déjà fait plaisir à ton père? »« Oui, je suis toujours sage et je lui obéis. »« Sais-tu ce qui ferait vraiment plaisir à ton père? »« Non, dis-le-moi, s'il te plaît. »« Que tu ne sois jamais né, » indiqua méchamment ma mère. Ce soir-là, j'étais décidée à demander une poupée à mon père. Quand je soumis mon idée à Malek, mon frère cadet d'1 an, il me déconseilla d'agir ainsi, surtout si mon père semblait fatigué après sa journée de travail. « Viens plutôt jouer avec mon garage, » demanda-t-il avec empressement. Mais rien ne m'intéressait. Une seule idée me préoccupait, montrer, moi aussi, une poupée à mon ami. Sitôt arrivé, mon père se dirigea au salon,
et se laissa choir dans son fauteuil préféré. Comme elle le faisait tous les soirs, ma mère lui apporta la petite bassine d'eau tiède dans laquelle il se trempait les pieds. Quand j'entrai, mon père avait les yeux fermés tandis que ma mère, agenouillée, lui lavait les pieds. Ce n'était pas le temps de m'approcher, car il pouvait se mettre en colère et me frapper. Je retournai dans ma chambre pour lui écrire ma demande. « Papa, je t'aime et je veux une poupée. Tu es le plus gentil des papas. » Je cachai ensuite ma missive sous son oreiller. Ce soir-là, je m'endormis, en espérant que mon père m'offre la poupée tant convoitée. Peu après, ma mère entra brusquement dans ma chambre. « Est-ce toi qui as écrit ce mot? »« Oui, » répondis-je, à moitié endormi. « Que lui dis-tu? » »« Je lui demande une poupée. »« As-tu oublié que ton père ne lit pas le français? Peut-être mademoiselle veut-elle narguer son père maintenant qu'elle sait écrire? »« Non, maman, je croyais que papa savait lire dans plusieurs langues. » Décidément, tout ce que je faisais était sujet à interprétation. J'étais soupçonnée d'arrière-pensée alors que j'écrivais une simple lettre pour demander une poupée. Mon frère m'expliqua qu'il valait mieux oublier cette idée. Notre père détestait les poupées, car elles représentaient le diable, et aucune maison saine ne tolérait leur présence. Un matin, je fus réveillée par les cris de joie de mes frères. Je me levai rapidement et me dirigeai vers la cuisine d'où provenaient les voix. Mes 4 frères revêtaient leurs plus beaux vêtements sous la supervision de maman. Tout excités, ils m'annoncèrent qu'ils allaient inaugurer le nouveau restaurant de papa. Comme je voulais être de la partie, je retournai dans ma chambre pour m'habiller. « Que fais-tu? » m'interpella ma mère. « Je m'habille pour aller au restaurant. »« Non, toi, tu n'y vas pas. Seulement les garçons ont le droit d'y aller. »« Pourquoi? Je veux y aller aussi. »« Tu n'es pas un garçon, toi. Le jour où tu auras un pénis, nous en reparlerons. Pour le moment, tu restes à la maison, » dit-elle sur un ton catégorique. « Je veux m'en acheter un. Je veux un pénis, » répondis-je, tout aussi décidée. Ma mère était furieuse. Elle saisit la moitié d'un piment fort qu'elle frotta vigoureusement sur mes lèvres. La douleur était insupportable. J'avais les jambes molles. Comme j'arrivais au robinet pour apaiser la brûlure de mes lèvres, elle m'amena de force jusqu'à ma chambre pour m'y enfermer. « Maman, j'ai mal. S'il te plaît, j'ai besoin d'eau, » criai-je de toutes mes forces. Désespérée, je l'entendais chantonner au loin. Elle vaquait à ses tâches ménagères en m'ignorant totalement, insensible à ma souffrance. Comme c'était l'hiver, ma fenêtre était couverte de givre et j'en profitais pour y apposer les lèvres. Petit à petit, mon mal s'atténua et je m'endormis. Arriva enfin la fête de Noël, considérée comme une fête païenne chez les musulmans. Malgré cela, la plupart des parents achètent des présents à leurs enfants pour leur éviter d'envier ceux qui en reçoivent. Comme l'année avait été fructueuse, mon père acheta un cadeau à chacun. Mes frères reçurent une impressionnante quantité de beaux jouets et ils eurent la permission d'inviter des copains à la maison. Quant à moi, je fis la connaissance de Câlin, un beau gros nounours brun aux yeux ronds que j'adorais à la minute même où je le vis. C'était mon premier cadeau et j'étais heureuse. J'aurais voulu sauter au cou de mon père comme Amina l'avait fait, mais je me retins. Chez nous, une bonne fille n'agissait pas ainsi avec son père, car il en aurait été contrarié. Je courus chez mon amie avec mon nounours dans les bras. Enfin, je pouvais me vanter auprès d'elle en montrant le premier cadeau acheté par mon père. « Amina, regarde mon nounours. C'est papa qui me l'a acheté. Il est beau, n'est-ce pas? »« Oui, il est très beau, » répondit-elle, heureuse de partager mon bonheur. Son père lui avait offert un couple de poupées noires, très jolies. Mais Câlin demeurait le plus beau de tous les jouets parce qu'il m'avait été offert par mon père. Mon nounours me suivait partout sauf à l'école, et c'était toujours avec plaisir que je le retrouvais le soir. Il était devenu mon compagnon de jeu et mon confident. Chapitre 2.
mon adolescence. Un soir, ma mère nous convoqua au salon, mes 4 frères et moi. Elle nous apprit qu'après avoir fait fortune en France, mon père songeait à retourner en Algérie pour de nouveaux projets encore plus prometteurs. Mes frères étaient séduits par cette perspective de richesse accrue. « Waouh! On va devenir encore plus riches, on va rentrer chez nous, revoir le soleil et la mer, voilà la belle vie !» s'exclamèrent en chœur mes frères. Comment annoncer cette nouvelle à mon ami? L'après-midi même, Amina vint nous visiter avec sa mère et on l'informa de notre futur déménagement. « On ne se séparera jamais, car je serai toujours dans ton cœur, » dit-elle en me serrant dans ses bras. « Chaque fois que tu parleras à ton nounours, il fera de la télépathie avec mes poupées qui me répéteront tout. Quand tu seras malheureuse, tu te confieras à Colin et je te répondrai. » Nous étions toutes les deux tristes à l'idée d'être bientôt séparées. J'avais alors un peu plus de 7 ans. Un matin, à l'aube, ma mère me réveilla. « Dépêche-toi de t'habiller. Nous prenons le bateau. Allez, secoue-toi un peu. » Mais je n'ai pas dit au revoir à mon ami. « Oublie Amina, habille-toi et viens prendre ton verre de lait. Nous sommes déjà en retard. N'augmente pas la colère de ton père. » Je me vêtis rapidement et bus mon verre de lait d'un trait, espérant pouvoir saluer Amina avant de partir. Au moment de sortir de la maison, ma mère m'agrippa par le collet. « Reviens ici, pourriture. Amina dort en ce moment. Il n'est que 5 heures du matin, » cria-t-elle vertement. Câlin me consola une fois de plus. Je me résignais à l'idée de ne pas dire au revoir à ma meilleure amie. Mes frères sortirent les premiers de la maison, suivis par mon père. Ma mère me poussa en répétant de me dépêcher. En me tendant le panier qu'elle me demandait d'apporter, elle saisit mon nounours. « Je ne veux pas que tu traînes cette chose affreuse, car tu as bien assez de ce panier. » Elle lança Câlin dans le haut du placard. « Maman, s'il te plaît, rends-moi mon nounours !» lui criai-je de toutes mes forces, la voix entrecoupée de sanglots. Je pleurais, mais elle demeurait insensible. Elle me poussa hors de la maison et verrouilla la porte. Ensuite, elle se dirigea chez la voisine pour lui remettre la clé. En ouvrant la porte, la mère d'Amina m'aperçut en larmes. « Qu'arrive-t-il à ma belle Samia? Elle ne veut pas partir sans dire au revoir à sa copine. »« Attends, Warda, je réveille Amina, c'est important. » Je continuais de pleurer en réclamant mon nounours. Amina descendit rapidement l'escalier. Elle lança un regard haineux en direction de ma mère. « je suis là, ne pleure plus », me répéta Amina sur un ton protecteur. Je sanglotais de plus belle. Câlin est resté dans l'armoire du couloir. Je ne peux plus le prendre, je ne pourrai plus rien lui raconter et il ne pourra jamais faire de la télépathie avec tes poupées. Comment pourrons-nous communiquer? Dépêche-toi et sors d'ici, sinon tu le regretteras quand nous serons au pays, promit ma mère sur un ton colérique. Amina eut à peine le temps de me promettre qu'elle irait récupérer Câlin et qu'elle y ferait toujours attention. Je sortis ensuite, tête baissée, préférant ne rien voir. Je montais dans la belle voiture toute neuve de mon père. Dieu que j'étais malheureuse sans Amina, ni même Câlin pour me réconforter. Mon ami me manquait déjà, et je repensais aux jeux et aux événements que nous avions partagés. Comme la vie était injuste avec moi. Qu'allait-il se passer là-bas dans ce pays dont j'ignorais tout? Dans mon entourage, tous avaient le sourire alors que j'étais triste à fendre l'âme. Mes frères étaient très excités par ce qui les attendait en Algérie. Sur le siège avant, mes parents parlaient de notre future maison au bord de la mer. Ils discutaient de projets à réaliser une fois là-bas. Tous avaient des images d'avenir, alors que moi, je ne songeais qu'au passé que je regrettais déjà. Quand je pensais à mon futur pays, j'étais vaguement inquiète, mais sans aucune raison précise. Ma famille et moi montâmes à bord de l'immense paquebot qui devait nous déposer en Algérie 24 heures plus tard.
Je ne voulais pas quitter la cabine que je partageais avec mes frères plus jeunes. Un midi, pendant qu'ils couraient sur le pont, ma mère descendit me trouver. Elle insistait pour que j'aille manger dans le luxueux restaurant du bateau, mais je refusais de me lever. Elle devint furieuse. Elle bondit vers moi et me prit brusquement le bras. « Lève-toi !» cria-t-elle, en levant la main pour me frapper. Je me protégeais le visage, mais elle reprit son sang-froid, à ma grande surprise d'ailleurs. « Sais-tu quelle est la principale raison pour laquelle nous quittons la France ?» demanda-t-elle à brûle-pourpoint. « Non, » répondis-je sincèrement. « Nous le faisons pour nos enfants et surtout pour toi, » déclara-t-elle sur un ton solennel. « Moi? »« Oui, toi. La France n'est pas un pays où l'on souhaite éduquer nos enfants et encore moins notre fille. Nous voulons te donner une éducation saine, digne d'une bonne musulmane. » J'ignorais ce que signifiaient ces mots, « bonne musulmane », mais j'allais bientôt le découvrir. La nuit venue, chacun se dirigea dans sa chambre. Ma mère vint border mes frères en me demandant de me couvrir, ce que je fis immédiatement. Puis, elle quitta la chambre après avoir éteint la lumière. « Samia, penses-tu qu'il fait très chaud en Algérie ?» demanda Kamel, le plus jeune de mes frères. « Oui, je crois. »« Penses-tu que les gens sont gentils, là-bas ?» poursuivit-il. « Oui, les gens sont gentils. Comme nos grands-parents vivent là-bas, ils vont sûrement nous gâter. Dors bien, petit frère. » En fermant les yeux, je revis Amina. À l'heure actuelle, elle avait sûrement récupéré mon nounours tapi au fond de l'armoire. Je m'endormis paisiblement en sachant qu'Alain en sécurité. Au petit matin, les appels stridents de notre mère nous réveillèrent. « Vite, levez-vous. Il nous reste à peine 2 heures pour prendre le petit déjeuner et nous préparer. Samia, aide Malek à s'habiller et retrouvez-nous au restaurant. » Elle se chargea d'aider Kamel pendant que je donnais un coup de main à Malek, mon frère cadet d'1 an. « Samia, je t'aime, » déclara Malek très sérieusement. « J'ai de la peine quand maman est méchante avec toi. Quand je serai grand, je te défendrai et je ne laisserai personne te frapper. »« Ce que tu es gentil, Malek. Viens maintenant, sinon maman ne sera pas contente. » Ensemble, nous courûmes rejoindre les autres en riant et en criant dans le long couloir du paquebot. Chacun s'installa à table pour le petit déjeuner. Nous étions sur le point de poser le pied sur la terre de nos ancêtres. « Avancez! Avancez !» criait le capitaine du bateau en nous faisant des signes excédés. À bord de notre belle grosse voiture, toute la famille débarquait en Algérie. Nous observions les gens de notre nouveau pays. Ils semblaient tellement différents des Français que nous avions connus jusqu'alors. Des enfants sales jouaient sur le quai auprès d'hommes en djellaba. Mon frère demanda pourquoi les hommes avaient de longues robes. « Ce ne sont pas des robes, » répondit ma mère en souriant. « Les hommes s'habillent ainsi pour se sentir plus à l'aise à cause de la chaleur. » Je n'en crus pas mes yeux quand je vis une femme recouverte d'un drap blanc qui lui cachait toute la figure à l'exception des yeux. « Est-ce un fantôme ?» demandai-je, paniquée. « Mais non, idiote, toute bonne musulmane s'habille ainsi comme toi dans quelques années. » Elle regarda mon père pour chercher son approbation. Mon père croisa mon regard dans le rétroviseur. Je me souviens d'avoir décidé, à cet instant précis, de ne jamais m'habiller comme cette femme, même si c'était le symbole de la bonne musulmane. Plus nous avancions dans les rues de la ville, plus l'ambiance m'apeurait. C'était sale partout, et il faisait trop chaud. Les gens autour de nous parlaient arabe. Les rues étaient remplies de bonnes musulmanes, d'hommes en grandes robes et d'enfants, même les tout petits, jouant au milieu de la rue. Ils s'amusaient avec des toupies et des ballons parmi les voitures qui passaient. Des charrettes tirées par des ânes transportaient des fruits et des légumes. Comme c'était la première fois que Kamel voyait un âne, il se mit à pleurer. Je le rassurai en lui caressant la joue. Je lui expliquai qu'un âne était un animal très doux qui ressemblait à un cheval. À mesure que nous progressions,
le décor changeait. Les rues s'élargissaient et devenaient calmes et ombragées. Nous n'étions plus dans le centre d'Alger, mais plutôt en banlieue. Nous longeâmes une toute petite rue jusqu'à notre maison que je trouvais immense et magnifique. Je n'en avais jamais vu de semblable, sauf dans les feuilletons télévisés. Surexcités, mes frères et moi, les yeux éblouis et les joues rouges d'excitation, courions dans le jardin en faisant le tour de cette magnifique résidence. Après avoir dépensé le trop-plein de notre énergie, nous sommes entrés dans ce château. L'intérieur était impressionnant. Chacune des pièces était immense et très éclairée, d'autant plus que tous les murs étaient blancs. Je n'avais jamais vu de pièce aussi éclairée. Mes frères se sont éparpillés dans la maison, bien déterminés à choisir leur chambre. Je fis de même, et mon choix s'arrêta sur une pièce que je trouvais particulièrement jolie. « Là, c'est ma chambre », ai-je crié, de sorte que tout le monde puisse m'entendre. Mon frère Nassim protesta. « Je la veux. Cette chambre est grande, et je pourrais facilement installer mon train électrique. »« Non, je la veux. C'est moi qui l'ai vue la première, » insistai-je. Et ce fut la dispute. L'intervention de ma mère fut très rapide. « Arrêtez de vous disputer, » trancha-t-elle en m'écartant et en prenant mon frère dans ses bras. « Mon chéri, tu auras la chambre et tu pourras installer ton beau train électrique. Toi, Samia, tu prendras la chambre au fond du couloir, à côté de celle de ton petit frère Kamel. Comme ça, s'il pleure, tu pourras l'entendre et aller le réconforter. » En allant me coucher, je me rendis compte que ma chambre était la plus petite pièce de la maison. J'étais fâchée, mais ma rage se calma rapidement à l'idée que je n'avais rien à y installer, pas même mon nounours. J'étais seule avec mes souvenirs, n'occupant qu'une infime place dans cette immense demeure. Dans le noir de la nuit, au fond de mon lit, j'avais une peur bleue de l'obscurité. Cette nouvelle maison me paraissait maintenant terrifiante. Je tirais le drap sur ma tête en essayant de penser à quelque chose d'agréable. Tout en étreignant mon oreiller en remplacement de mon câlin adoré, je fredonnais un air que je chantais avec Amina. Soudain, les cris de Kamel me firent sursauter. Je me dirigeais vers sa chambre, au bout du corridor sombre. Après avoir allumé, je lui fis signe de se calmer. « Tais-toi, bébé. Tout va bien. Je suis là. » Je le serrai dans mes bras et lui fredonnais la berceuse que maman lui chantait souvent. Il se calmait pour crier de plus belle chaque fois que je tentais de partir. N'en pouvant plus, je décidai de l'emmener à ma mère. Mais la noirceur du couloir le fit paniquer et il se mit à crier à plein poumon. « Chut, Kamel, chut, maman va arriver. » Sur ces mots, ma mère ouvrit la porte. D'un geste brusque qui eut pour effet de me projeter sur le mur, elle s'empara de mon frère. « Pourquoi pleure-t-il » demanda-t-elle, exaspérée. « Il pleure depuis un bon bout de temps. J'ai beau faire, il ne veut pas se taire. »« Retournons dans ta chambre, j'ai quelque chose à te dire. Avance !» répétait-elle en me poussant devant elle, en direction de ma chambre. J'avançais sans dire un mot, car je connaissais trop bien ma mère. Quand elle était en colère, il fallait se taire. « Maintenant, assieds-toi et écoute-moi, et surtout, baisse les yeux, » ordonna-t-elle. Ce que je fis immédiatement. « Toi, tu réussis toujours à nous gâcher la vie. Tu es incapable de calmer le petit sans ameuter tout le monde au beau milieu de la nuit. C'est sûrement toi qui l'as réveillé parce que tu avais peur. Je te connais très bien, pourriture. Étouffe-toi sous ta couverture et disparais de ma vue. Que Dieu te rappelle à lui, » dit-elle en levant les yeux vers le ciel. Je me blottis sous mes couvertures en me faisant toute petite pour échapper à sa colère. Elle quitta ma chambre après m'avoir traitée de tous les noms. J'étais toute remuée. Un peu plus tard, je sortis la tête de ma cachette et je pris une grande respiration pour me calmer. Je priai Dieu pour moi, mais surtout pour mon ami et mon nounours, Câlin. Le lendemain matin, mon frère Malek arriva dans ma chambre, tout excité. « Vite, réveille-toi,
Il faut qu'on explore le jardin à la recherche d'un trésor. » C'était une bonne idée. Bien sûr, il n'y avait pas de trésor. Après nous s'en être assurés, nous courions à toute allure sur l'herbe quand, involontairement, Malek me poussa et je tombai sur des morceaux de bouteilles cassées. Mes genoux saignaient abondamment. Pris de panique, mon frère alla chercher ma mère, mais la vue de mes genoux ensanglantés ne l'ébranla pas le moins du monde. « C'est bien fait pour toi. Ça t'apprendra à courir comme un garçon manqué au lieu de rester tranquille comme une vraie jeune fille. Maintenant, débrouille-toi et soigne-toi toute seule, » dit-elle d'une voix sèche, dénuée de compassion. Elle retourna à ses activités comme si rien ne s'était passé. Mon frère mouilla un papier qu'il posa sur ma blessure. Puis Farid, mon frère aîné, appliqua une compresse et me banda le genou en me recommandant de rentrer à la maison. Quelques jours plus tard, ce fut le début des classes. Mon père avait envoyé son chauffeur pour nous accompagner à l'école. Mes 3 frères étaient inscrits chez les Pères Blancs pour continuer leurs études en langue française, tandis que je devais fréquenter une école privée où les études étaient en langue arabe. J'étais incapable de lire un seul mot en arabe. Ce fut une expérience très pénible. Le professeur me faisait constamment des reproches tout en prenant plaisir à me traiter d'ânesse, ce qui faisait rire mes camarades. Évidemment, une telle réputation m'isola des autres filles. Je n'avais aucune amie. Toutes les filles me traitaient de frimeuse et m'accusaient de jouer à la riche française. Elles me reprochaient d'être différente, ce que je réalise maintenant, mais que j'ignorais alors. En France, on me reprochait d'être arabe, et ici, on me reprochait d'être française. Chaque jour qui passait devenait plus pénible que le précédent. Un soir, toute seule dans mon lit, je décidai de ne plus aller à l'école. Tous les matins, le chauffeur me déposait, mais je me faufilais parmi les élèves pour ressortir de cet endroit maudit sans être vue. Je ne voulais plus être la risée de la classe. Je passais ma journée à errer dans les rues d'Alger sans manger ni boire, jusqu'à l'heure de la sortie des classes. Je rentrais alors dans l'école et en ressortais pour continuer à berner le chauffeur. Je fis l'école buissonnière pendant 3 jours. Mon père reçut une convocation écrite de l'école, mais comme la lettre était écrite en français, Farid fut appelé à sa rescousse. Je sentis venir la tempête. Je me réfugiai dans ma chambre et j'attendis la suite. Je redoutais le pire. J'entendais les pas lourds de mon père monter l'escalier et chacun d'eux faisait battre mon cœur de plus en plus fort. Je priais. « Dieu, épargnez-moi. Dieu, aidez-moi. » Je grimpais sur mon lit et attrapais mon oreiller pour me protéger, au cas où. La porte s'ouvrit et mon père entra, sa ceinture à la main et l'air très fâché. « Sale pourriture, je me tue au travail pour toi. Je choisis une école privée pour t'apprendre à lire et te donner une éducation comparable à celle des filles de ta génération. Et voilà comment tu me remercies. » Il me fouetta avec sa ceinture. Les coups plurent et plurent encore jusqu'à ce que je perde connaissance. Je me rappelle avoir ouvert les yeux dans les bras de ma mère qui m'aspergeait le visage d'eau fraîche. J'entendais sa voix comme si c'était un rêve. « Tu vois ce que tu as fait? Es-tu contente du résultat? Couche-toi maintenant et repose-toi. Demain sera un autre jour. » Le lendemain matin, Malek vint me dire de rester couchée. Mon père avait décidé de m'inscrire dans une école française, régie par des religieuses catholiques et réputée pour sa rigueur et sa discipline. Je m'intégrai facilement dans cette nouvelle école et me liai d'amitié avec 2 copines qui parlaient français, Nabila et Rachida. Toutes les 3, nous avions beaucoup de points communs. Nabila venait d'une famille aussi riche que la mienne, alors que Rachida était de classe moyenne. Comme elle était fille unique, ses parents voulaient lui donner toutes les chances de réussir et ils étaient prêts à s'endetter pour lui payer de bonnes études. Nous inventions des histoires qui nous faisaient rire aux éclats. C'est ainsi que je commençai à aimer l'école. Un matin, ma mère me demanda pourquoi j'étais si heureuse d'aller à l'école. Je lui répondis que je m'étais fait 2 copines et qu'on s'amusait drôlement ensemble. Elle me dit d'en profiter car mes études risquaient d'être très courtes.
Je fis la sourde oreille car je voulais rejoindre mes copines l'esprit tranquille. Un matin, alors que je devais rapporter la signature de mes parents à la suite d'une mauvaise note, mes copines s'informèrent de leur réaction. Je leur mentis en disant que mon père m'avait privé de télévision. Contrairement aux autres parents, les miens acceptaient sans réagir mes mauvais résultats scolaires. Ils me répétaient souvent « Les études ne sont pas importantes pour une fille qui dépendra de son mari. » Grâce à mes copines, cette période de ma vie fut heureuse, du moins pendant les heures scolaires. Je n'eus jamais le droit d'aller chez elles ou même de les accueillir à la maison. Selon ma mère, elle pouvait avoir une mauvaise influence sur moi, car elle pouvait parler des garçons, un sujet tabou pour une fille respectable. Il m'était défendu de penser aux garçons, car ils incarnaient le mal en pouvant me déshonorer et déshonorer ma famille par la même occasion. Je devais me méfier d'eux. En réalité, je ne voyais jamais de garçons puisque je ne sortais jamais seule et qu'un chauffeur me déposait à l'école. Mes frères ramenaient quelquefois des copains chez nous. Ma mère exigeait alors que je reste auprès d'elle jusqu'à leur départ pour éviter que l'un d'eux me parle ou me touche. Pendant cette période, ma mère donna naissance à une seconde fille. Quelle déception pour mes parents! Mais moi, je l'aimais, cette petite sœur. Je n'étais plus la seule fille. Nous étions plus fortes, car nous étions deux à présent. J'étais convaincue qu'on pourrait s'entraider malgré les 9 ans qui nous séparaient. Dès qu'elle se mettait à pleurer, j'allais la consoler. Vers l'âge d'1 an, elle se cogna la tête sur une chaise. J'essayais de la calmer quand ma mère entra dans la pièce. « Oh, quel beau tableau !» s'exclama-t-elle sur un ton sarcastique. 2 malédictions dans les bras l'une de l'autre. Puis, elle ajouta « Comme tu es l'aînée, tu as une responsabilité envers ta sœur et tu dois lui donner le bon exemple. Si tu deviens une bonne musulmane et une bonne épouse, ta sœur fera de même, mais au contraire, si tu ne respectes rien, elle t'imitera aussi. Comprends-tu ce que je te dis? » J'acquiesçais. L'avenir de ma petite sœur reposait sur mes épaules. Je ne voulais pas qu'un jour elle ait à souffrir à cause de moi. Je devais redoubler d'efforts pour me tenir tranquille, écouter mes parents et ainsi devenir une bonne fille et surtout une bonne musulmane. Lorsque j'eus à peu près 10 ans, ma mère vérifia mes tenues vestimentaires. Elle m'obligea à porter de longues robes très amples. Si je portais un pantalon, je devais mettre un long chandail pour cacher mes fesses. Mes cheveux devaient toujours être attachés ou tressés pour éviter d'attirer le regard des garçons. Vers l'âge de 13 ans, alors que je revenais de l'école, je fus interpellée par ma mère. « Viens là pour que je te voie mieux. » Je m'exécutais. Elle examinait ma poitrine avec attention. Je ne comprenais pas, car mon chandail était propre. « Qu'ai-je fait au bon Dieu pour mériter ça? Regarde-toi, » dit-elle en me secouant avec dégoût. « Ta poitrine commence à paraître. Ah, si ton père voyait ça! Viens avec moi. » Elle m'entraîna rapidement jusqu'à la salle de bain. Je n'avais d'autre choix que de la suivre de peur de tomber. Elle prit un bandage avant de lever mon chandail. « Il va falloir bander ça et serrer très fort pour que ton père ne remarque rien, car il pourrait s'en prendre à moi s'il s'aperçoit du changement, » dit-elle sur un ton sec. Je comprenais sa peur. À chacune de mes bêtises, mon père la tenait responsable de ma faute et l'accusait de mon manque d'éducation. Quand mon père en avait fini avec moi, il la battait à son tour, car c'était elle la fautive. Comme le bandage m'étouffait, je le mentionnais à ma mère. « Je ne peux pas le desserrer sans risquer qu'on remarque ta poitrine. Tu devras endurer ton mal si tu veux éviter des conséquences qui seraient pires pour toi et pour moi. » Les conséquences, je commençais à les connaître. Tous les matins avant d'aller à l'école, tu viendras me voir et je t'aiderai à mettre ton bandage. Plus tard, tu devras apprendre à le mettre toute seule. Je portais ce bandage pendant longtemps, trop longtemps. Vers l'âge de 14 ans, j'eus mes premières menstruations. En voyant du sang, je pris panique. Pour moi, ce sang signifiait que j'avais perdu ma virginité et par le fait même que j'avais déshonoré ma famille.
Je devais garder le secret à la maison. Cependant, j'en discutais avec Nabila, ma copine d'école, qui me rit au nez en m'expliquant que toutes les filles de notre âge avaient des menstruations tous les mois et que je devais en parler à ma mère. Ce soir-là, je tentais de détecter l'humeur de ma mère avant de lui annoncer la nouvelle. Je savais qu'elle en serait mécontente. Je pris mon courage à 2 mains. « J'ai eu mes règles, maman », avouai-je d'un air coupable. Elle me regarda comme si la pire des catastrophes s'était produite. « Sais-tu ce que cela signifie? »« Non, » répondis-je, inquiète. « Cela veut dire qu'à tout moment, tu peux tomber enceinte. » Ma mère ne pensait donc qu'à l'honneur de la famille. « Que va-t-on faire de toi? Dieu merci, tu as 14 ans et bientôt tu seras mariable. En attendant, tu as intérêt à rester tranquille. Tu ne dois rien faire en cachette. Tu dois me dire tout ce qui se passe dans ta vie, tu as compris? » Je la rassurai en lui répétant qu'elle n'avait rien à craindre, car ma vie était d'un calme extrême. De la fenêtre de ma chambre, je voyais la maison des voisins. Un homme relativement âgé y vivait avec sa famille, et quand il sortait, un jeune homme l'accompagnait. Ils étaient alors habillés en militaire. La fenêtre du jeune homme donnait sur la mienne, et je le voyais se déplacer. Je le trouvais extrêmement beau dans son uniforme, grand, mince, avec une fine moustache et un beau teint doré. Un livre à la main, il s'asseyait souvent à côté de la fenêtre et, de temps à autre, levait la tête vers moi. Toute pudique, je levais les yeux en faisant semblant de ne pas le regarder. Quand il comprit que je l'observais, il se leva pour mieux me voir. Je fus complètement prise de panique, mais j'aurais aimé savoir s'il me trouvait à son goût. Mon frère choisit précisément cet instant pour entrer dans la chambre. Je refermai immédiatement la fenêtre. « Que viens-tu faire ici? » demandai-je innocemment. Il s'approcha de la fenêtre, mais je m'étais placée devant lui pour l'empêcher de regarder. Il me demanda de me tasser, car il voulait parler à son copain qui jouait au ballon dans la rue. J'espérais que mon voisin ait disparu. Après le départ de mon frère, je vérifiai et il n'était plus là. J'étais soulagée. Comme ma mère désirait me montrer comment cuire des pâtes, j'allais la retrouver à la cuisine. Une bonne épouse doit savoir faire à manger à son époux. Je ne veux pas être une bonne épouse. J'aimerais étudier pour travailler plus tard. Elle ricana en répétant ma phrase sur un ton ironique. Je ne savais pas que j'avais donné naissance à un garçon. Tu feras ce que je te dirai de faire. Plus tard, je veux que les gens disent que Warda a bien élevé sa fille. Pour que je sois fière de toi, tu dois être une bonne fille, devenir une bonne épouse et faire honneur à l'homme qui t'épousera. Alors, tu me remercieras de t'avoir enseigné l'art d'être une bonne épouse. Allez, en attendant, mets les pâtes dans la passoire et ajoute un peu de beurre. Durant cette période, j'essayais de comprendre l'attitude de ma mère à mon égard. Pourquoi ne m'aimait-elle pas? Pourquoi ne me serrait-elle jamais dans ses bras comme le faisaient les autres mères? Pourquoi cajolait-elle mes frères alors? Parfois, je me croyais adoptée. Je ne pouvais imaginer qu'un parent puisse détester son propre enfant et qu'il ne lui témoigne jamais d'attention. J'enviais mes camarades quand leurs parents venaient les chercher, leur témoignaient leur affection ou s'informaient de leur journée. J'aurais tout donné pour être à leur place, ne serait-ce qu'un bref instant. Les vacances approchaient. Après avoir présenté mon bulletin scolaire à ma mère, elle me demanda de le montrer à mon père le soir même. « Il a quelque chose à t'apprendre, » annonça-t-elle. « Qu'est-ce que c'est, maman? » demandai-je, intriguée. « Tu verras bien, attends ce soir. » Je me retirai dans ma chambre pour voir mon beau voisin. Il était là, debout, comme chaque jour à cette heure-ci. Peut-être le faisait-il exprès? Je ne pouvais croire qu'un garçon aussi séduisant puisse s'intéresser à une fille comme moi. Je n'avais rien d'une jolie fille. De plus, il était trop âgé pour moi. J'avais besoin d'être importante pour quelqu'un et ce petit jeu de séduction apportait du piquant à ma vie. Avant d'aller à la fenêtre, je détachais mes cheveux pour être plus attirante.
J'étais fière de mes cheveux qui étaient longs, noirs et lisses. La plupart du temps, j'obéissais à ma mère en les portant attachés ou tressés ou relevés en chignon. « Tu pourras les coiffer autrement quand tu seras chez ton mari, pas chez moi, » répétait-elle. En entendant des pas dans le couloir, je fermais rapidement la fenêtre et rattachais mes cheveux. Mon père avait envoyé Malek me chercher. Dieu, aidez-moi. Si mon père me demandait, c'était important, mais pas nécessairement de bon augure pour moi. Je m'approchais en baissant les yeux. Comme il regardait une émission de télévision, j'attendis en silence. Mon cœur battait si fort que j'en perdais le souffle. Il se rendit finalement compte de ma présence et m'invita à m'asseoir. Le sujet était grave, car jamais il ne m'accordait un tel privilège quand il me parlait. Il avait l'habitude d'ordonner sans droit de réplique de notre part. Mais là, il m'invitait à m'asseoir. « Faites, ô mon Dieu, qu'il n'y ait rien de grave, et aidez-moi. » Mon père se redressa et prit un ton solennel. « Je serai bref. Farid m'a expliqué ton bulletin. Tu as terminé ton secondaire et tu auras bientôt 15 ans. Tu es maintenant capable de lire et d'écrire. J'ai fait mon devoir de père et c'est à toi maintenant de faire ton devoir de fille. Il n'y a plus de temps à perdre avec des bêtises d'école. Dorénavant, tu resteras à la maison et ta mère t'apprendra à devenir une bonne épouse. J'aimerais entendre les gens dire « Regardez comme la fille de M. Sharif est une bonne fille. » Je saurai alors que j'ai rempli mon devoir envers toi et je pourrai mourir en paix. Tu dois te préparer, car bientôt tu rencontreras ton futur époux. Oui, mais papa? Oui, mais quoi? M'interrompit-il. Ferme-la. Je ne veux plus t'entendre. Va aider ta mère au lieu de rêvasser dans ta chambre. Est-ce l'école qui t'a appris à perdre ton temps de cette façon? Je m'éloignais rapidement, mais je pouvais encore entendre les injures qu'il m'adressait. J'aurais tant aimé ajouter que je ne voulais pas me marier, que je n'avais pas encore 15 ans et que je désirais étudier pour travailler ensuite. Mais hélas, ce genre de discussion était impossible avec mon père. Dans la cuisine, ma mère me lança un regard menaçant alors que j'avais encore les larmes aux yeux. « Il faut toujours que tu ouvres ta grande gueule, » dit-elle sur un ton aussi intimidant que ses yeux. « Tu ne sembles pas reconnaissante envers ton père de t'avoir permis de fréquenter les meilleures écoles. Il t'a donné la chance de t'instruire, chance que moi-même je n'ai pas eue. Pour le remercier, tu devrais l'écouter et combler son souhait le plus cher en te préparant à devenir une femme respectable pour ton futur époux. Réveille-toi, ordure. À cause de toi, j'aurai sûrement à subir la mauvaise humeur de ton père ce soir. » Une fois de plus, ma mère me faisait porter la responsabilité de sa soumission, mais je n'ai pris conscience de cette lourde charge que beaucoup plus tard dans ma vie. Je me sentais mal, car je savais que mon père la battait quand elle ne réussissait pas à faire respecter la discipline. Malgré son attitude envers moi, j'aimais ma mère, et je ne lui souhaitais aucun mal. « Est-ce que je peux faire quelque chose, maman, pour éviter ta dispute avec papa? » Il fallait y penser tout à l'heure et écouter ton père jusqu'à la fin sans dire un mot. C'est trop tard, maintenant que ta bêtise est faite. Hors de ma vue, ordure, je ne veux plus te voir. Maudit soit le jour où je t'ai mise au monde. Honteuse et désespérée, je me réfugiais dans ma chambre où rien ne m'intéressait. Je voulais tout simplement mourir. Que pouvais-je espérer de l'avenir? Rien, absolument rien. Je perdais ma seule source de joie, mes copines et l'école. C'est alors que Farid et Kamel, mon frère aîné et mon frère cadet, entrèrent dans ma chambre. « Et si je parlais à papa? » proposa Farid, compatissant. Je lui conseillais de ne rien faire, car il risquait d'attirer la colère de notre mère sur lui. « Quelle chance tu as d'avoir fini l'école, » dit Kamel. « Mon rêve. »« Ne pleure pas, petite sœur. Ça va s'arranger, tu verras, » ajouta Farid. Ces paroles d'encouragement me firent du bien, car il me parlait rarement. « Je ne comprends pas, papa.
Il devrait pourtant savoir que l'avenir appartient à ceux qui sont instruits. Ce n'est pas vrai, argumenta Kamel. Papa n'est pratiquement jamais allé à l'école et il est très riche. Très riche, je suis d'accord, mais il a besoin de quelqu'un pour lui lire ses papiers. J'étais sensible à leur soutien, mais je mis fin à notre discussion, car quelqu'un aurait pu nous entendre du couloir. Mes 2 frères remontèrent à l'étage et je me retrouvai seule avec mon découragement et mon chagrin. J'essayais d'imaginer quelle serait la réaction de mes parents si je mourais. J'aimais penser que ma mère serait en pleurs et que mon père regretterait son geste, mais le contraire était tout aussi possible. Ils pourraient être heureux de se débarrasser de moi, qui leur était une source constante de soucis. J'étais un lourd fardeau pour mes parents, et c'était sûrement pour cette raison qu'ils semblaient si pressés de me marier. Petit à petit, je rêvassais à mon futur mari. Si c'était mon beau jeune homme? Le lendemain matin, pendant que je m'habillais, ma mère me fit remarquer qu'une fois l'école terminée, je n'aurais plus à porter le bandage qui dissimulait ma poitrine. Dorénavant, puisque tu ne sortiras plus, aucun étranger ne remarquera que tu es devenue une femme. Même si ton père s'en rendait compte, il ne se fâcherait pas, car rien ne risque de t'arriver si tu restes à l'intérieur jusqu'à ton mariage. À l'école, mes 2 copines m'attendaient avec impatience pour discuter de l'établissement que nous fréquenterions l'année suivante. Rachida et Nabila étaient inscrites à Sainte-Geneviève, un collège très réputé en Algérie, réservé aux meilleurs élèves de familles riches. « Samia, j'espère que tu viendras aussi. Toutes les 3, nous sommes des amies pour la vie, » dit Rachida, tout excitée. « Malheureusement, je ne pourrai pas vous suivre à Sainte-Geneviève, » répondis-je tristement. « Pourquoi donc ?» interrogea Nabila. « Parce que mon père ne veut plus que j'aille à l'école. »« Mais tu réussis mieux que nous. »« Mes parents trouvent que j'ai suffisamment étudié. » En Algérie, plusieurs parents, peu importe leur niveau socio-économique, retirent tôt leurs filles de l'école. Pour eux, l'apprentissage de la lecture et de l'écriture n'est pas une priorité. Une bonne musulmane connaît 3 endroits sacrés, la maison de ses parents, la résidence de son mari et finalement sa tombe, m'expliqua plusieurs fois ma mère. À quoi bon savoir lire et écrire? « Que feras-tu si tu ne fréquentes plus l'école ?» demanda Nabila, les larmes aux yeux. « J'obéirai à mon père en apprenant à tenir maison en vue de mon mariage. »« Te marier? Pourquoi? Tu es bien trop jeune pour ça. » « Nabila, ta famille t'a-t-elle déjà parlé de mariage? »« Oui, on m'en parle, mais on tient à ce que j'étudie avant de me marier. »« C'est la même chose pour moi, » ajouta Rachida. « Pourquoi suis-je la seule à qui cela arrive? Pourquoi dois-je vous quitter? Vous êtes ce qui est arrivé de meilleur dans ma vie. » Nous pleurions en chœur quand la sœur directrice nous en demanda la raison. Le père de Samia la retire de l'école. Elle devra rester à la maison, répondirent mes amis, la voix entrecoupée de sanglots. Pourquoi? Il a pourtant l'air d'un homme cultivé. Samia, veux-tu que je parle à ton père? Je la suppliais de ne pas le faire, car une intervention de sa part pouvait aggraver la situation. En fin d'après-midi, j'embrassai tristement mes copines. J'avais l'impression que le monde entier s'écroulait autour de moi et je trouvais ma situation injuste. Autant j'enviais mes copines, autant j'étais heureuse qu'elles n'aient pas à subir mon sort. À la sortie de l'école, le chauffeur m'attendait, comme à son habitude. Il remarqua mes yeux rougis. « As-tu pleuré? » demanda-t-il doucement. « Non, j'ai une poussière dans l'œil. Est-ce que vous avez des enfants? » J'ai 3 filles. Elles ont 20, 17 et 12 ans. 20 ans? Est-ce qu'elle est mariée? Non, elle ne l'est pas encore. Pas encore? Mais pourquoi? Tout simplement parce qu'elle est aux études. Nous sommes pauvres et je veux que mes filles puissent compter sur elles-mêmes car de nos jours, la vie n'est pas facile. Tassin. J'aurais tout donné ce que je possédais pour avoir un père aussi compréhensif que lui.
Ces filles étaient chanceuses de vivre en paix, sans avoir peur de ses réactions. Elles ont vraiment de la chance que vous soyez leur père. Toi aussi, ma chérie, tu as de la chance d'avoir un père tel que M. Sharif. Oui, je sais, répondis-je brièvement. Je rentrai chez moi en repensant aux paroles du chauffeur. Il avait dit, ma chérie. C'était la première fois qu'on m'appelait ainsi. Il m'arrivait souvent de me poser la question. Sur quoi Dieu se base-t-il pour placer tel enfant avec tel parent? Se base-t-il sur la force de caractère de l'enfant? Croit-il qu'il mérite d'être plus heureux qu'un autre? J'aurais tant voulu comprendre ce qui m'arrivait, mais je me creusais la tête sans trouver de réponse à mes questions. Quand j'observais ma petite sœur si mignonne, je me demandais quel avenir l'attendait. Elle semblait si fragile et nos parents semblaient si durs envers elle. Lorsque la petite tombait ou se cognait, ma mère ne prenait pas la peine de se retourner pour vérifier la gravité du choc. Je me précipitais pour la calmer et la soigner. J'étais solidaire avec elle, car nous étions 2 filles musulmanes nées dans la même famille. Je voulais donner un cadeau d'adieu à mes copines. Un des derniers matins d'école, je choisis 2 disques de ma musique préférée pour les offrir en souvenir. Au moment de sortir, mon père me saisit le bras. « Où vas-tu avec ces disques? » demanda-t-il en me pinçant la main. « À l'école, » répondis-je, effrayée. « Ah, à l'école? Car mademoiselle danse à l'école maintenant, » dit-il sur ton narquois. Je fis non de la tête. À 2 reprises, il me serra fortement le bras et il m'ordonna ensuite d'aller l'attendre dans ma chambre. Qu'avais-je fait au bon Dieu pour mériter cette punition? Qu'adviendrait-il? Je pleurais à chaudes larmes. Il se présenta en tenant le morceau de bois long et mince, réservé pour les punitions. Je devais choisir entre la ceinture et le bâton de punition. Je le suppliais de ne pas me frapper et lui promettais de toujours lui obéir et de ne plus toucher à la musique. Mes larmes et mes supplications étaient tout à fait inefficaces. « Comédienne, » cria-t-il, « tu as toujours eu le sens de la comédie. Encore une fois, je te demande de choisir entre la ceinture et le morceau de bois. » À contre-cœur, je lui indiquai la ceinture. Il leva le bras, et coup après coup, il me frappa une dizaine de fois. Il semblait y prendre plaisir. Il s'empara ensuite de mes disques, qu'il brisa en 2. Puis, il sortit en claquant violemment la porte. Je l'entendis crier à ma mère. « Ta fille apporte des disques à l'école maintenant. Voilà ce qu'on enseigne à l'école de nos jours. La danse. Eh bien, tu danseras aussi. C'est moi qui te le dis. » À partir de ce jour-là, je ne remis plus les pieds à l'école. La terre s'était arrêtée de tourner. En restant à la maison, je perdais mes copines et mes sorties. Je n'avais plus de vie. On m'avait empêché de faire mes adieux à mes meilleures amies. Comme je n'avais pas leur adresse, je resterais sans nouvelles d'elles. Qu'allaient-elles penser de moi qui les avais quittées sans un dernier au revoir? Que j'étais égoïste et insensible. J'étais complètement désorientée et je me sentais abandonnée. Je pleurais souvent sur mon sort, seule, dans mon coin. Comme le temps passait, j'éprouvais le besoin de partager mon chagrin. Un certain après-midi que ma mère était occupée à la cuisine, je me confiai à elle. Au lieu de me consoler, elle se moqua de mes yeux rougis. « En plus, mademoiselle pleure. Pourquoi pleures-tu? Tu n'auras plus à te réveiller tôt pour aller à cette école de malheur. D'autant plus que c'est ta faute. Tu n'avais qu'à ne pas apporter de disque à l'école. Sèche tes larmes et arrête ta comédie. Un jour, tu nous remercieras, ton père et moi, d'avoir su te donner une bonne éducation. Pour le moment, tu es jeune et naïve et tu ne sais pas ce que tu fais. » Était-ce vraiment cela, une bonne éducation? 2 femmes aidaient ma mère dans ses tâches ménagères. L'une d'elles, Salima, était une jeune fille de 17 ans avec qui je sympathisais très vite. Ensemble, nous parlions de tout et de rien. « Samia, tu as de la chance d'avoir une belle chambre pour toi toute seule. Moi, je dors avec mes 7 frères et sœurs dans une pièce de grandeur équivalente, » dit Salima en faisant le ménage de ma chambre. « Tu te trompes, car je n'ai pas de chance dans quoi que ce soit.
J'ai une grande chambre pour moi seule, mais je n'ai pas l'essentiel. Qu'y a-t-il d'essentiel à part manger à sa faim, avoir une belle chambre et ne pas travailler pour les autres? Ce n'est pas l'essentiel, crois-moi. J'ai tout ça, mais je n'ai pas la chance que tu as de sortir, de travailler et de côtoyer toutes sortes de gens. Tu n'as pas le droit de sortir. Je n'ai ni le droit de sortir, ni le droit de m'habiller et de me coiffer selon mes goûts. Pourquoi donc? Parce que je dois devenir une bonne épouse et une bonne musulmane. Aucun homme ne doit me regarder, car je dois me réserver pour mon futur mari. Ce sont tes parents qui te demandent cela? Dit-elle, l'air étonné. Oui. Est-ce cela le bonheur? Je n'aimerais pas être à ta place. Je suis vraiment désolée pour toi. Tu n'as donc pas d'amoureux? Chut, ne parle pas si fort. J'ai trop peur qu'on nous entende. Je crois que j'en ai un. Petite cachotière, où est-il? Il est tout le temps à sa fenêtre, à me regarder. Comme c'est romantique. Comment s'appelle-t-il? Quel âge a-t-il? Comment vous rencontrez-vous si tu ne sors jamais? Je vais te sembler ridicule, mais j'ignore son nom et son âge, car je ne lui ai jamais adressé la parole. Je sais qu'il est militaire et qu'il a presque 30 ans. Salima éclata de rire. Tu ne lui as jamais parlé et tu ne connais même pas son nom. Alors comment sais-tu qu'il t'aime? Je le sais, c'est tout, répondis-je, offusquée. Il se place à sa fenêtre, toujours à la même heure, et il me regarde tout le temps. Il m'attire énormément. C'est permis de rêver, mais crois-moi, l'important, c'est la réalité. Veux-tu que je lui transmette un message? Non, je ne peux pas prendre ce risque. Si mes parents l'apprenaient, ils pourraient me tuer. Sont-ils sévères à ce point? Oui, car pour eux, l'honneur passe avant tout. Tu ne déshonores personne en parlant à un garçon, continua-t-elle avec beaucoup d'aplomb. Selon ton point de vue, ce n'est pas déshonorant, mais ils voient la situation différemment. Je ne dois surtout pas leur désobéir. Pauvre de toi, je dois continuer mes tâches. Je serai toujours là si tu as besoin de me parler, d'accord? Merci beaucoup, Salima. Je suis heureuse que tu sois là. Je me sens déjà moins seule. J'allais à la fenêtre pour ma rencontre visuelle, mais, hélas, il était absent. J'étais déçue, car sa seule présence me faisait du bien. J'inventais des dialogues et des scènes d'amour passionnées avec mon beau prince. C'était un moyen d'échapper à la cruauté de mon quotidien. Je m'imaginais heureuse pendant quelques instants. Au fil des jours, je m'attachais à la jeune femme de ménage, mais ma mère ne voyait pas d'un bon œil cette amitié naissante. N'oublie jamais que tu es la fille de M. Sharif, et la fille de M. Sharif ne fréquente pas les bonnes. Elle pourrait, en plus, avoir une mauvaise influence sur toi. Il faut préserver tes idées et ton image. Tu es encore innocente, et je tiens à ce que tu le restes. Une fois mariée, tu fréquenteras les amis de ton choix, mais, bien entendu, si ton mari te le permet. Je parlais encore à Salima, mais en cachette quand elle m'aidait à nettoyer ma chambre. Elle était la seule personne de la maison qui se préoccupait vraiment de celle que j'étais au fond de mon cœur. Quelques jours plus tard, ma mère m'annonça une bonne nouvelle. Je passerais les vacances d'été en France chez ma tante paternelle, alors que le reste de la famille irait dans la maison familiale au bord de la mer, près de Barcelone. « Es-tu contente? » « Bien sûr, maman. Je m'ennuie tellement de la France, » répondis-je avec sincérité. Soudain, mes souvenirs d'enfance remontèrent à la surface. Quel bonheur de revoir Amina, ma meilleure amie. Je n'avais pas connu une telle joie depuis bien longtemps, mais peu à peu celle-ci se transforma en inquiétude. Pourquoi mes parents, après m'avoir retirée de l'école, m'envoyaient-ils loin de leur contrôle? Je demandais des explications à ma mère. « Ton père veut te faire plaisir, » me répondit-elle. « Il faudra être sage chez ta tante et faire tout ce qu'elle te demandera. » Que me demandera-t-elle? Arrête de me questionner. Tu le sauras en temps et lieu. Il y avait donc une raison cachée dans ce projet subi, mais je refusais de m'en préoccuper à ce moment-là.
Je ne voulais pas gâcher la joie que j'éprouvais à l'idée de revoir mon pays natal. Après tout, peut-être était-ce la façon choisie par mon père pour se faire pardonner son geste violent. J'aimais à le croire. Ma mère m'aida à préparer ma valise. « Tu auras besoin de ta jolie robe rouge. Tu ne veux jamais que je la porte, car elle est un peu décolletée. » Eh bien, seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. Tu en auras certainement besoin. N'oublie pas d'apporter les chaussures qui conviennent. Le matin du départ, mon frère Kamel vint me réveiller. « Espèce de chanceuse, tu ne vas pas à l'école et en plus tu vas revoir la France. Je donnerais n'importe quoi pour être à ta place. » Tu parles d'une chance? Je sens qu'il se trame quelque chose dans mon dos. Aurais-tu entendu maman parler de moi dernièrement? Non, sauf à une occasion, poursuivit-il. Le fait que tu puisses communiquer avec Salima lui déplaisait. N'empêche que je te trouve chanceuse d'aller t'amuser en France. Je pris ma valise et retrouvai mes parents à l'étage. En me voyant, mon père me fit changer de pantalon parce qu'il le trouvait trop ajusté et qu'il montrait mes formes. Je lui obéis pour éviter sa colère. Je saluai mes frères et embrassai ma petite sœur, mais ma mère conserva ses distances. « Fais en sorte qu'on soit fiers de toi, » me rappela-t-elle froidement. « Écoute ta tante. Elle me tiendra au courant de tous tes faits et gestes. Allez, va maintenant. Ne fais surtout pas attendre ton père. » Je me sentais triste en me dirigeant vers la voiture. C'était la première fois que je m'éloignais de ma famille. J'aurais tant aimé que ma mère me prenne dans ses bras pour me dire au revoir. Depuis ma naissance, elle ne m'avait jamais adressé un mot de tendresse. Elle me répétait « Samia, écoute ton père. Samia, écoute ta mère. Et maintenant, Samia, écoute ta tante. » Et moi, qui m'écoute et qui m'écoutera? Je croisais le regard de mon père dans le rétroviseur. Je baissai les yeux pour éviter son contact. Il profita de cet instant pour répéter sa mise en garde. « Même si tu t'en vas seul en France, ne crois pas que tout est permis. Sache que ton père a des yeux partout. » Je restais figée sur mon siège. Que craignait-il donc que je fasse là-bas? De mon côté, je n'avais qu'une idée en tête, revoir mon amie d'enfance et la serrer dans mes bras. J'avais hâte de retrouver le quartier où j'étais née et où j'avais grandi. Je réalisais que mon enfance avait été plus heureuse que mon adolescence. Mes sentiments étaient confus. D'un côté, j'avais hâte d'être libérée de la pression continuelle dans laquelle je vivais. Mais, par ailleurs, j'avais de la peine, car je sentais qu'on cherchait à se débarrasser de moi en m'expédiant au loin. À l'aéroport, mon père m'accompagna pour les formalités. Des gens de toute nationalité m'entouraient dans un va-et-vient continuel. Mon père me demanda de rester près de lui, mais, pendant que nous attendions l'heure du départ, un jeune homme me regarda en passant près de nous. « Tu regardes cette sale vermine. Plus tu te tiendras loin des hommes, mieux tu te porteras. Crois-moi. Mais quand donc aurai-je l'esprit tranquille? Dieu seul le sait. Je dois veiller sur toi, et ensuite... » Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.